Je ne crois pas aux fantômes, mais ils me font peur. Un bon mort doit être bien mort et enterré. On peut s'en souvenir avec tendresse, mais on n'a pas forcément envie qu'il apparaisse. Grégory Delaplace est anthropologue à l'École pratique des hautes études. Il a notamment écrit Les intelligences particulières, un livre sur des maisons hantées en Angleterre, ainsi que La voix des fantômes, où il examine divers rituels funéraires à travers le monde. Il travaille sur les différentes manières dont les sociétés organisent leurs relations avec les morts et sur comment les morts rechignent parfois à se laisser oublier et reviennent pour exiger des choses des vivants. À quoi servent nos rituels funéraires? À se souvenir ou à oublier? Quand est-ce que les morts échappent à la place qu'on a voulu leur donner? Que nous veulent les fantômes? Cet épisode a été tourné en public à la Gaîté Lyrique et le moment des questions-réponses avec les spectateurs était tellement intéressant qu'on a décidé d'intégrer certains échanges dans le montage que vous allez voir. Les fantômes sont des morts qui ne tiennent pas en place, qui débordent des cadres qu'on avait pensés pour eux. Avant de parler des fantômes, on a donc d'abord évoqué les rituels funéraires qui ont vocation à instaurer ce cadre, à transformer le défunt en ancêtre. En France, la bonne place du mort, a priori, c'est le cimetière. L'institution funéraire de référence, c'est le cimetière. Enterrer les morts, ça date de quand? Si on peut peut-être faire un petit rappel historique. Alors, le cimetière tel qu'on le connaît, en fait, bon, il est en train de sortir des usages. C'est ça qui est intéressant. On est dans une période de transition. Mais le cimetière tel qu'on se l'imagine être la forme de base des rituels funéraires, cette tombe individuelle où est inscrit le nom du défunt, ses dates, des tombes bien alignées, réparties dans un espace clôturé. C'est quelque chose en fait d'assez récent. Notre cimetière ressemble pas du tout déjà au cimetière qui avait cours en Europe avant le XVIIIe siècle. Les cimetières médiévaux sont très très différents. C'est des endroits où les tombes individuelles sont assez peu ou assez brièvement marquées en fait. Les stèles, quand elles sont installées, elles sont en bois, elles tombent rapidement, les morts sont enterrés pas forcément individuellement. Et régulièrement, ce qui est quand même assez surprenant, on laboure la terre du cimetière et on récupère les os pour les mettre ailleurs parce que il est temps de faire la place à d'autres morts en fait. Et la mémoire individuelle du défunt n'a pas vocation à se perpétuer si longtemps que ça, quoi. On est très à l'aise avec le fait que les morts finissent par entrer dans un collectif d'ancêtres anonymes, et c'est ce qu'on souhaite pour eux, quoi. C'est des espaces qui sont hiérarchisés, et les morts, plus ils ont de prestige et plus ils ont de moyens matériels, plus ils vont être près des saints, près de l'autel, jusqu'à être enterrés dans l'église. Les vivants les placent par rapport à leurs propres intérêts pour reproduire, en fait, l'organisation sociale dans laquelle ils se trouvent. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, on enterrait les morts dans les églises. Ça sentait pas très bon aussi. Alors on dit que la profusion d'encens dans les églises, c'était aussi pour masquer l'odeur des morts qui étaient sous les pieds des adeptes. C'était des espaces qui étaient très habités aussi. C'est-à-dire que les vivants visitaient les espaces des cimetières pour y faire du commerce, y signer des contrats. Bref, il y a eu un moment au XVIIIe siècle où on s'est dit que ça posait un problème et que c'était plus possible que les cimetières comme ça à l'intérieur des villes, près des églises, c'était pas hygiénique, quoi. Donc au XVIIIe siècle, on décide que ça va plus du tout, que il faut déménager les morts, que les morts et les vivants doivent être séparés. On commence à se dire qu'il faut faire un projet pour un cimetière moderne. Je crois que le premier cimetière qui sera installé sur ce modèle sera le Père-Lachaise, au tout début du XIXe, et qui servira un petit peu de modèle à tous ces nouveaux cimetières d'un nouveau genre qui se développeront à partir de cette époque-là dans toute l'Europe. Le cimetière est donc l'institution funéraire de référence en France. Mais ce qui est notable, c'est qu'il est en train de sortir des usages. Une spectatrice a demandé à Grégory Delaplace quels effets ces changements avaient sur nos relations avec les morts. Les premières conclusions qui ont été données par quelqu'un comme Gaël Clavandier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est qu'il y a une pluralisation des pratiques funéraires et une individualisation donc des relations avec les défunts. Donc ça demande à être mieux travaillé. Ce qui est très intéressant, et ce sur quoi quelqu'un comme Arnaud Esquerret, par contre, a travaillé, c'est sur les inquiétudes de l'État vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que le cimetière individuel où les morts étaient chacun nommés et placés à un endroit précis plaisait beaucoup à l'État, qui voyait un moyen de contrôle très efficace, quoi. Il y a une inquiétude
de la diversification des devenirs des morts. Donc l'État français, par exemple, a légiféré en 2008 pour limiter les possibles funéraires que les vivants étaient en train de s'approprier. Donc cette loi de 2008 préconise notamment, enfin interdit de séparer les restes des défunts, parce que ça atteindrait à la dignité des morts. Donc c'est extraordinaire comme décision juridique. C'est-à-dire qu'on décide que disperser les cendres, ça va, mais par contre, les séparer, ça va pas. Good night, sweet prince. Ça demande à étudier quel genre de relation, en effet, est accrochée ou permise par la diversification des manières de placer les défunts, ou de refuser de les placer. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'État français craint, c'est les suspensions de funérailles. C'est les moments où on garde trop longtemps l'urne avec soi et où on disperse pas les cendres. Qu'est-ce que ça fait si on arrête en fait de placer les morts, si on arrête de les installer? Qu'est-ce que ça fait à la société? En fait, on n'en sait rien. Et ce qui est intéressant, c'est que nous expérimentons en ce moment. Quelle place on donne aux morts, c'est une question complexe. Dans le cas des cimetières médiévaux, on a vu que cette place est très hiérarchisée, puisque les plus riches peuvent être enterrés près des saints. Et on peut dire que cette répartition hiérarchique des morts est assez politique, dans la mesure où elle reproduit et prolonge les structures de pouvoir de la société des vivants. Mais le placement des morts n'est pas seulement un enjeu politique, il s'agit aussi d'exprimer la place qu'on leur donne dans nos cœurs. Le placement des morts vaut à tous les sens qu'on peut donner à la notion de place. C'est-à-dire, on lui donne une place aussi émotionnelle, on lui donne une place affective. Il y a des exemples qui sont plus ou moins intuitifs et qui sont plus ou moins désarçonnants pour nous. Un exemple qui est frappant et qui est une très très belle ethnographie, c'est celui que donne Bess Conklin des Wari du Brésil occidental. Et les Wari du Brésil occidental, au moment où Bess Conklin les rencontre, dans les années 80, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus le droit de faire les rituels funéraires qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils sont obligés d'enterrer leurs morts parce que leur intégration dans le Brésil nécessitait ça. Et s'ils voulaient avoir accès à des médicaments, s'ils voulaient avoir accès aux biens que pouvait leur fournir l'État, ils étaient censés adopter des rituels funéraires plus convenables. Pourquoi ? Parce que les rituels funéraires que eux affectionnaient et qu'ils regrettaient de pouvoir pratiquer, c'était le cannibalisme. C'est-à-dire que pour eux, la manière la plus compassionnelle de traiter les défunts, c'était de les manger. De les manger justement pas n'importe comment. Et c'est là où la tonalité affective est extrêmement importante. Parce qu'il y a deux manières de manger les morts chez les Wari. La première, c'est de manger les ennemis, la façon dont on mange les ennemis. Et la deuxième, c'est la façon dont on mange ses parents. Quand on mange ses ennemis, on les mange comme des animaux, en fait. Dans le cadre d'une guerre, on abat un ennemi, on le découpe comme un pécari, on prend un quartier de viande, et puis on se pavane, et puis on va montrer qu'on le mange vraiment comme sans égard, quoi. On le fait rôtir, on le mange avec les mains et tout ça. La cérémonie qui préside à la dévoration du cadavre d'un parent, c'est un truc qui est beaucoup plus délicat. Il faut rassembler tout le monde, donc ça prend plusieurs jours. Le corps est découpé en très petites parties. Et c'est les parents par alliance qui sont en fait invités par les consanguins à venir se servir à ces petits morceaux de corps rôtis qu'ils vont devoir manger devant les consanguins. Devant les consanguins, en fait, pour alléger leur peine, en fait. Parce que ce geste, en fait, de compassion et le dégoût qu'il faut surmonter pour manger quelqu'un qu'on connaissait, qu'on affectionnait, mais c'est pas le problème. Qui est mort depuis quelques jours, en plus. Qui est mort depuis quelques jours, qui est souvent un petit peu vieux. Le dégoût qui nécessite parfois de maîtriser le réflexe de vomissement. Surmonter ça, c'est un témoignage d'amour qui fait un bien fou aux consanguins du mort et qui, en fait, est un hommage aux morts. On rêve tous, en fait, de pouvoir être mangés par ces parents par alliance qui surmonteront leur dégoût face à notre corps en putréfaction, je veux dire. Trouver la bonne place pour le mort, c'est aussi poser la question du souvenir qu'on veut garder de lui. Alors, quand on pense au cimetière moderne, avec la tombe en pierre, le nom, on se dit que spontanément, l'idée, c'est de pouvoir se souvenir, d'avoir un lieu pour se souvenir, célébrer la mémoire, entretenir la mémoire du mort. Et en fait, ça, c'est pas universel. Ça non plus, c'est pas vraiment universel. Et déjà, le
cimetière médiéval, le cimetière ecclésial de l'époque médiévale était pas orienté vers cette obligation, cet impératif moral de se souvenir des défunts. Il y a beaucoup de sociétés humaines dans lesquelles c'est au contraire l'impératif de l'oubli qui est le plus présent. En Mongolie, par exemple, donc dans l'endroit où j'avais commencé à travailler sur les rituels funéraires, et les sépultures mongoles sont assez étonnantes, surtout dans le nord-ouest. Jusqu'aux années 50, la pratique la plus courante pour les gens du commun, c'était d'être déposés sur le sol, nus en général, souvent dans un linceul, mais avec l'intention explicite que le corps soit dévoré par les animaux et dispersé ensuite. Donc l'idée qu'il faille avoir un corps qui soit localisé à un endroit pour qu'on puisse y revenir, c'était vraiment le contraire de ce que les pasteurs nomades mongols de cette époque souhaitaient. Ça allait avec un protocole funéraire qui est vraiment un protocole basé sur l'imposition du silence plus que sur l'entretien de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le défunt se réincarne le plus vite possible. On va faire en sorte, pour qu'il puisse se réincarner, que son âme soit expédiée. C'est le mot en mongol qui est utilisé, donc par des prières. On va faire en sorte qu'il débarrasse le plancher, en gros. Et s'il y a la moindre suspicion qui pourrait ne pas être complètement partie et qui pourrait rester liée à certains des défunts, par exemple, si quelqu'un rêve d'un mort, on va faire des rituels spécifiques pour faire en sorte que ce lien se brise et pour que le défunt soit oublié le plus vite possible. On met plus ou moins l'accent sur l'impératif d'oubli ou de souvenir selon les rituels. Mais en pratique, on fait souvent un peu des deux. On peut chercher à se souvenir de certains aspects de la personne et à en oublier d'autres. En fait, nous dit Grégory de Laplace, nos rituels funéraires visent avant tout à faire de nos défunts un certain type de personne. Sauf que les morts ne se laissent pas toujours façonner si facilement. Ils peuvent se rebiffer. Et c'est souvent là que les fantômes peuvent arriver. Hello, I'm Peter. Where are you from, originally? Alors quand on parle de fantômes, ça peut être tentant de le faire en termes de croyance. Mais lui, il écarte cette approche. D'abord parce que le terme lui-même est très flou. Il a plein de sens contradictoires. Croire en quelque chose, c'est avoir la certitude que ce quelque chose existe, mais croire que cette chose existe, ça implique au contraire de l'incertitude. Surtout, les fantômes ne se préoccupent pas tellement de savoir si l'on croit en eux pour se manifester. Et de toute façon, même quand on croit aux fantômes, leur irruption reste un événement qui pose un tas de problèmes. Le parti pris de Grégory de Laplace est donc de prendre ces fantômes non pas comme des objets passifs de croyance, mais de les considérer comme des sujets à part entière et de voir ce qui se passe. Quand les morts débordent et qui se manifestent, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que, je sais que c'est difficile de trouver des points en commun entre toutes ces situations, mais est-ce qu'il y aurait un point en commun qui serait qu'ils réclament quelque chose, ils exigent quelque chose? Oui, tout à fait. Les morts, quand ils reviennent, en général, ça a quelque chose à voir avec la justice. Ça se voit particulièrement dans les situations où les morts sont intensément et très fréquemment frappés d'injustice, notamment dans les situations de conflits armés. Donc, le travail de Eonik Kwon au Vietnam a très bien montré ça, la façon dont les morts pouvaient émerger des situations de guerre. Et en fait, pas seulement émerger des situations de guerre, mais parce que, à travers ce que les morts demandent aux vivants, d'imaginer un futur commun possible. Qu'est-ce que demandent les morts aux vivants au Vietnam? Ils demandent qu'on prenne soin d'eux. Et souvent, ces morts, c'est des morts du camp adverse. Des morts du Nord qui sont venus mourir au Sud, ou inversement. Et donc, ces morts demandent finalement que la paix des vivants soit prolongée par une adoption des morts, c'est-à-dire que ces morts errants, qui sont morts loin de chez eux, ils sont morts près d'autres familles, pas la leur, et ils demandent, par leur présence même, à recevoir des soins. Et les familles intègrent ces morts dans l'autel de leurs ancêtres, de façon à les placer, justement, malgré la façon dont ils étaient déplacés. Concrètement, ils sont morts sans sépulture. Ils sont morts sans sépulture. Ils réclament d'être enterrés correctement. Voilà. Et donc, on retrouve... Enfin, oui, comment on fait? Alors, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. C'est que des personnes au Vietnam, depuis les années 80, 90, mais en fait jusqu'à aujourd'hui, le travail de Paul Sorrentino au Vietnam l'a bien montré, des médiums, pas forcément des médiums professionnels, et des personnes sont possédées par les morts qui les guident jusqu'à leur lieu d'inhumation. Et donc, vous avez comme ça des cérémonies dans lesquelles une personne de cette cérémonie devient possédée
et court à travers une rivière, des buissons, des épines, tout ça, pour s'arrêter à un endroit et dire « c'est là que je suis », donc possédé par le mort, c'est là que je suis. On creuse et on retrouve des ossements. Et on trouve la dépouille qui doit être transférée après. Et qui donc est réenterrée bien, alors soit dans une famille d'accueil, soit dans sa famille, si on connaît sa famille. Il y a plein de situations possibles. Mais ces morts exigent que justice leur soit faite, soit parce qu'ils n'ont pas été bien placés, soit que leur place ne leur convient pas. Les contextes de guerre où les morts sont souvent mal enterrés sont spectrogènes. Ils sont propices à la prolifération de spectres. Mais les fantômes peuvent aussi apparaître dans toutes sortes d'autres circonstances où ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre ce qui se passe. Dans son livre « Les intelligences particulières », Grégory de Laplace explore les archives de la Société savante pour la recherche psychique qui menait des enquêtes dans les maisons hantées en Angleterre. Il y a des situations, donc, comme dans l'Angleterre du XXe siècle, où les fantômes sont à la fois très présents et où il y a une incertitude relativement grande sur les raisons pour lesquelles ils reviennent. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'ils sont déjà, et on ne sait pas trop pourquoi ils reviennent. Donc, les témoins d'apparition contactent cette société sur laquelle j'ai travaillé pour ce livre, la Société pour la recherche psychique. Ils contactent cette société savante en disant « bon, ma maison a l'air d'être hantée, moi je ne sais pas trop ce que c'est ». Et dans ces cas-là, le champ des possibles est assez ouvert. En fait, les vivants, confrontés à une apparition, ouvrent une enquête dans laquelle précisément ils vont se demander quelle raison pourrait avoir un mort de revenir. C'est un moment de suspension, à la fois de la croyance, comme je le disais au début, mais de toutes les idées qu'on pourrait se faire sur la possibilité de la présence des morts parmi les vivants. Donc c'est à l'enquête d'établir les raisons pour lesquelles les morts reviennent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une question qui émerge tout de suite. C'est-à-dire qu'on va chercher à un moment de l'enquête à savoir pourquoi, si c'est un mort, il revient. Mais en fait, on va surtout se demander ce que c'est, ce dont il s'agit. Et ce que ça dit, en fait, sur notre monde. Si les morts apparaissent, alors qu'est-ce que ça dit du monde dans lequel on vit? S'il y a des choses invisibles qui sont susceptibles de devenir visibles sous notre nez, alors qu'est-ce qu'il y a autour de nous la plupart du temps? C'est une incertitude et une déstabilisation vraiment ontologique qui prend les témoins à ce moment-là. Et les raisons pour lesquelles ces morts auraient pu revenir sont mobilisées pour essayer d'y trouver une solution. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'approche de cette société de recherche psychique est scientifique? Alors oui, dans la mesure où eux présentent comme une société savante, une société à but scientifique. Et d'ailleurs, les principaux membres de la Société pour la recherche psychique sont des scientifiques de grand talent. Parce que là, on pourrait avoir tendance à opposer science et monde des fantômes et se dire c'est impossible, il n'y a pas de jonction possible. En tout cas, à cette époque-là, ça a été un projet vraiment qui tenait à cœur ces scientifiques-là d'arrêter d'opposer la science et la superstition. Ou en tout cas, de revoir la limite entre science et superstition. C'est-à-dire en se disant qu'il y a trop de témoignages sur le retour des morts, sur la permanence de l'âme après la mort, sur les maisons hantées, sur le médiumnisme, sur la télépathie. Il y a trop de témoignages sur tout ça pour qu'on puisse juste se contenter de le balayer d'un revers de la main et dire c'est de la superstition. Ils disent il faut justement revoir la limite entre superstition et science. Ça ne veut pas dire que la superstition n'existe pas. Ça ne veut pas dire que tout ça peut donner lieu à des vérités scientifiques, à du savoir scientifique. Mais il faut étendre le plus possible les limites de l'enquête scientifique pour pouvoir établir dans quelle mesure ce que les personnes potentiellement superstitieuses, selon eux, décrivent comme des maisons hantées, dans quelle mesure ça peut être en fait un phénomène naturel qu'il faudrait documenter. Donc chaque société est plus ou moins accueillante de ce qui semble sortir de la réalité palpable immédiate, et chaque société donne plus ou moins de place à ce qui peut menacer les catégories existantes, ce qui peut apparaître tout en étant en défaut de qualification. À propos de la manière dont les fantômes se manifestent différemment selon les époques et les sociétés, une personne du public a posé une bonne question sur le lien entre les apparitions et l'histoire des techniques et des médias. Au XXe siècle est arrivée la photo, le film, et puis actuellement, on a des tentations d'avoir de l'intelligence artificielle qui nous permettrait d'entraîner des IA pour faire vivre
des morts avec qui on entretiendrait comme ça une relation continue. Est-ce que finalement de faire vivre des morts à travers des vidéos, des photos, etc. est une manière de les empêcher de revenir d'une manière ou d'une autre? Il y a un historien des médias qui a très justement marqué que chaque invention médiatique a porté ses propres fantômes. Depuis le télégraphe jusqu'à la télévision, en fait, chaque technologie médiatique a produit son propre lot de fantômes. 3 ans après l'invention du télégraphe, les fantômes se manifestent au Sur Fox, dans le nord-est des États-Unis, par des coups frappés qui contenaient un code, quoi. L'invention de la radio a été coextensive avec l'espoir qu'on pouvait entendre la voix des fantômes dans le bruit entre les stations. Il y a des médiums qui ont utilisé vraiment ça, en écoutant la voix des fantômes dans le bruit blanc des ondes radiophoniques. Les enregistrements sur bande magnétique, évidemment, bon, ça a été très utilisé dans les films d'horreur. La photographie a été évidemment utilisée pour photographier les fantômes. Donc, l'intelligence artificielle, oui. Et ce que vous dites, c'est que ce ne serait pas quelque chose qui serait spectrogène, mais au contraire quelque chose qu'on pourrait utiliser pour cadrer les fantômes et pour produire des ancêtres différemment. Et en effet, il y a quelque chose de trop spectrogène dans l'intelligence artificielle. Ça produit trop facilement des spectres, en fait. Toute l'intelligence artificielle est fantomatique. Enfin, je veux dire, ce ne sont que des expériences d'inquiétante étrangeté, en fait. Mais justement, c'est trop spectrogène pour être vraiment, en fait, une source à partir de laquelle les fantômes vont émerger. Et je serais tenté, en effet, de le voir davantage comme une technologie de production, de cadrage des morts, que comme un lieu dans lequel les morts pourraient déborder. Le sous-titre du dernier livre de Grégory de Laplace, c'est « Quand débordent les morts ». Et il relève plusieurs cas de figure possibles. Parfois, les fantômes apparaissent alors qu'on ne voudrait pas qu'ils apparaissent. Parfois, on voudrait qu'ils apparaissent, mais ils apparaissent de manière complètement différente de ce qu'on avait prévu. Mais parfois, on voudrait qu'ils apparaissent et ils n'apparaissent pas. C'est par exemple ce qui s'est passé dans un théâtre londonien en 1928, où on soupçonnait la présence d'un fantôme et où on a fait appel à 2 enquêteurs célèbres, Eve Brackenbury et Harry Price. C'est des comédiennes du théâtre qui sont perturbées par des bruits étranges dans leur loge. Or, il y a une histoire de fantôme qui circule à ce moment-là, celle de William Terris, qui est un ancien comédien star du théâtre, qui a été assassiné sur le porche du théâtre et traîné ensuite dans une loge. Des enquêteurs psychiques sont amenés. Bon, Brackenbury fait une enquête de son côté, une enquête relativement sceptique. Elle ne croit pas beaucoup à l'histoire du fantôme de Terris. Mais Harry Price, il veut prendre au sérieux le truc et il amène avec lui une médium, Stella, une médium star à l'époque. Et donc, avec tous les journalistes qu'il a convoqués pour que ce soit un événement où il puisse briller, comme celui qui fait apparaître les fantômes dans les théâtres, et où Stella, donc, appelle le fantôme. Donc, ce qui se passe en général dans une séance de médiumnisme, c'est que d'abord, la médium est possédée par... l'être qui parle à travers la médium, c'est souvent ce qu'on appelle le contrôle de la médium. Donc, c'est un esprit qui est un peu le maître de cérémonie de la séance. Le contrôle apparaît. Le contrôle est là. Le contrôle, c'est une jeune Italienne de 17 ans, Palma, donc, qui est l'esprit, un petit peu l'esprit en chef de Stella. Et donc, Palma vient et se manifeste de la manière où elle se manifestait habituellement. Et puis rien. Après ça, il y a un bruit par-ci, un bruit par-là. Tout le monde attend la manifestation de Terris et William Terris ne vient pas. Alors évidemment, les journaux se font une joie de se moquer de la séance et de Harry Price le lendemain. Mais il reste que la séance de médiumnisme a été visiblement un échec. Mais c'est peut-être pas vraiment un échec. Et c'est peut-être pas vraiment un échec. C'est-à-dire que peut-être que Stella a montré là, elle a arrêté juste après, mais peut-être qu'elle a montré sa grande valeur en tant que médium. C'est-à-dire que si le fantôme n'est pas là, et si effectivement à ce moment-là, il n'y a pas de fantôme, et si cette idée du fantôme de William Terris est effectivement, comme l'a pensé Brackenbury de son côté, le fruit de l'imagination des comédiennes, à ce moment-là, c'est pas possible de le faire apparaître. Ouais. Donc, elle a une rigueur scientifique finalement. En tout cas, une rigueur médiumnique qui fait qu'elle ne fait pas apparaître des fantômes qui n'existent pas. Autant les fantômes n'attendent pas qu'on y croie pour se manifester, autant il ne suffit pas d'y croire pour qu'ils se manifestent. Ils ne se laissent pas fabriquer à partir de rien. Pour autant, il semblerait qu'il y ait bien des situations où l'on s'attend au risque que les morts reviennent. C'était l'objet d'une des questions du public.
Peut-on prévoir durant son vivant qu'un tel ou un tel deviendra éventuellement un fantôme? Ça peut être un bourreau, ça peut être une future victime. Voilà, merci. Oui, tout à fait. Bon, le plus connu, c'est les funérailles de femmes mortes en couche ou les funérailles de femmes suspectées d'être sorcières dans l'Europe médiévale moderne. Enfin, vous savez sans doute, on les enterrait à un carrefour et on les transperçait, on les clouait en fait dans leur tombe avant de les enterrer pour être sûr qu'elles ne se relèvent pas, quoi. Donc on prévoyait, on anticipait le fait qu'elles puissent revenir comme fantômes pour troubler les vivants. Mais d'une manière plus générale et en fait plus profonde, les archéologues se sont rendus compte que les premières sépultures contenaient souvent des squelettes d'individus présentant une déformation congénitale ou en tout cas une anomalie physique qui peut laisser supposer, une des hypothèses donc, serait que c'est ce qui a justifié leur enterrement, à un moment où les soins funéraires n'étaient pas du tout destinés à tout le monde. La plupart des membres de la société ne faisaient pas l'objet d'un soin funéraire, ou en tout cas pas de celui-là. À ce moment-là, donc, les soins funéraires étaient réservés à des personnes exceptionnelles, dont justement l'excentricité, à un titre ou à un autre, justifiait qu'on les cadre, quoi, justement. Ça va dans le sens, à mon avis, d'une primauté du fantôme sur l'ancêtre. Cette idée d'une primauté du fantôme sur l'ancêtre est très belle. C'est l'idée que dans l'histoire de l'humanité, les fantômes ont toujours été présents. On a toujours été hantés, et c'est précisément pour faire face à ça qu'on a créé les rituels funéraires. On a vu, par exemple, avec le Vietnam, on a vu l'exemple de les morts sont mal enterrés, on n'a pas pris soin des morts, donc ils reviennent pour réclamer qu'on s'occupe bien d'eux. Mais vous, finalement, c'est pas ça votre hypothèse. Vous inversez l'argument. Et on pourrait tenter de l'inverser, en tout cas. C'est-à-dire que l'idée, en effet, intuitive, c'est que les humains, en organisant leur société, les humains fabriquent des ancêtres qui participent à leur production, à la reproduction, comme on disait, des structures de pouvoir, etc. Donc, ils fabriquent des ancêtres, et quelquefois, ça se passe mal, des fantômes apparaissent. Or, en fait, il n'y a rien qui nous oblige à penser la primauté de l'ancêtre sur le fantôme. Par les funérailles, on a cherché peut-être à organiser les relations qu'on avait déjà avec les morts. Donc, on pourrait tout à fait se dire que c'est pas les fantômes qui sont des ancêtres ratés, c'est peut-être plutôt les ancêtres qui sont des fantômes mis au pas, des fantômes cadrés. Et on a un indice de ça dans la comparaison des rituels funéraires qu'on peut voir à travers la planète. Surtout ces rituels qui ont été écrits par Robert Hertz comme des rituels de seconde funérailles. Robert Hertz a écrit un essai sur les rituels des Dayaks de Bornéo qui avaient pour coutume de déterrer et déplacer leurs morts quelques années après les avoir enterrés une première fois. Mais il existe un peu partout dans le monde plusieurs variantes de ce dispositif de seconde funérailles. En général, le script de ces rituels présente les morts comme étant d'abord des fantômes au moment de leur mort, et ensuite présente le processus par lequel ces morts sont disciplinés, sont cadrés, sont éduqués de façon à devenir des ancêtres. Et c'est à l'issue des funérailles que ce qui était d'abord des espèces de fantômes sans voix, sans forme, deviennent des ancêtres glorieux, installés à la place qu'ils sont censés occuper au sein de la société. Et donc on pourrait voir dans ce script funéraire la répétition de ce qui a été d'emblée la relation que les vivants ont voulu établir avec leurs morts en les disciplinant, en les éduquant comme des ancêtres pour essayer d'ordonner l'action intempestive qu'ils ne cessaient pas d'avoir sinon en tant que fantômes sur leur vie. Les morts sont des êtres indisciplinés, intempestifs, qui débordent sans cesse des places qu'on a voulu leur donner. Quand ils se manifestent, les vivants doivent s'activer, enquêter pour comprendre ce qu'ils réclament et comment les contenter. Mais pour Grégory de Laplace, ces débordements ne sont pas des anomalies, des exceptions qui se produisent quand les rituels funéraires sont mal accomplis. L'humanité a toujours été hantée. Les fantômes ont toujours été là, et les rituels funéraires ont justement été créés pour contenir la vivacité des morts en les transformant en ancêtres, à commémorer ou à oublier. Les fantômes ne sont pas des ancêtres dévoyés, les ancêtres sont des fantômes cadrés. Pour aller plus loin, mes sources sont en description, et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!